Voilà oui. un premier. Une seconde. Encore. Oui. Julius Evola, voulez-vous nous parler de vos origines, de vos années de jeunesse et de votre formation spirituelle? Mes origines, je suis né à Rome. Pour ce qui concerne le côté purement biographique, je ne l'estime pas digne d'intérêt. Pour ce qui est ma formation intellectuelle, mes études officielles ont été des mathématiques. Dans le même temps, depuis ma jeunesse, je me suis intéressé des philosophies, des auteurs mystiques, ensuite de l'histoire des religions, d'orientalisme en particulier, et enfin de tout ce qui se rapporte aux doctrines traditionnelles, sur la base desquelles j'ai entrepris une critique de la civilisation actuelle. Et enfin, un des derniers sujets auxquels je me suis consacré, c'était la sexologie, correspondant à cet ouvrage qui a été publié aussi en français, Métaphysique du sexe. Nous savons que vous avez participé dans votre jeunesse au mouvement d'avant-garde. Quels ont été dans cette période vos rapports avec le futurisme et avec Dada? Un rapport avec le futurisme s'imposait par lui-même, parce qu'en Italie n'existait que le futurisme comme art d'avant-garde. Et j'ai connu Marinetti et des autres exponents du mouvement futuriste. Mais puis, peu à peu, je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas une homogénéité entre mon orientation et celle futuriste, à laquelle j'accusais une sorte de dynamisme chaotique, une sorte d'élan vital, avec du chauvinisme, avec l'exaltation du futur problématique. Toutes ces choses, pour moi, ne marchaient pas. Et au contraire, je me suis presque immédiatement intéressé au moment dadaïste, immédiatement après la guerre. C'était 1919. Ben, j'étais en rapport avec Tristan Tzara, avec lequel je m'entendis très bien. Et dans ce temps-là, j'ai donné ma contribution dans le domaine de la peinture, de la poésie. Pour la poésie, c'est ma formation précédente avait pour centre surtout le courant français, le symbolisme, Rimbaud, Mallarmé et tout cela. Et j'ai donné, comme je vous l'ai dit, je me suis entendu très bien avec Tristan Tzara. Et lui aussi avait une certaine compréhension pour mon interprétation particulière du dadaïsme. Pas seulement comme un moment artistique, mais bien comme la fin de tout art, comme le passage dans un plan où l'intérêt principal, c'est une sorte de délivrance absolue. Et ce côté, dirais-je, mystique du dadaïsme, j'ai souligné aussi dans des conférences que j'ai faites ici en Italie. Et j'ai trouvé une compréhension aussi chez Tzara. C'est un côté de Tzara qui est peu connu, celui-ci. Nous savons... Archive, monsieur, voilà un A premier. Oui. Attendez une seconde. Allez-y. Nous savons qu'en 1923, vous avez cessé de vous intéresser d'une manière active tant à la peinture qu'à la poésie. Quelles sont les raisons de ce changement? Comme je viens de le vous dire, et pour moi, toute cette expérience artistique n'avait pas une valeur seulement artistique. C'est une sorte de reflet d'une crise existentielle profonde qui était survenue immédiatement après la guerre, avec le retour de la guerre. Alors ce n'est pas un état où on pouvait demeurer. C'est là la différence, j'estime, entre l'art abstrait d'alors et l'art abstrait d'aujourd'hui. Alors l'art abstrait avait cette dimension existentielle profonde.
Aujourd'hui, c'est une sorte de convention, de manière, qui n'a pas aucune dimension en profondité. Alors, c'est évident que lorsque j'ai dépassé cette crise, aussi son expression extérieure dans le domaine artistique n'a eu plus une raison d'être. Mais si on en a vécu sérieusement et au profond cette crise, il n'y avait pas trop de chemin à choisir. Quelqu'un pouvait se tuer, les autres faire rebourser chemin, ce qui ont fait aussi certains dadaïstes à partir d'Aragon, par exemple, ou bien s'effrayer le chemin pour une dimension ultérieure de l'expérience. C'est ce que j'essayais. En 1925 et jusqu'en 1930, vous formulez la théorie de l'idéalisme magique et de l'individu absolu. C'est le sujet de votre livre Il Camino del Cinabro. Nous expliqueriez-vous cette doctrine? Mais pour l'expliquer, je devais entrer dans un domaine technique de philosophie. Je peux dire en résumé que cette doctrine, c'était une synthèse entre l'idéalisme absolu de la ligne des successeurs de Kant, Schelling, Fichte, etc., de l'existentialisme avant la lettre, avec une dimension ésotérique. En troisième lieu, de la doctrine de la puissance, parce que, comme il est bien compréhensible, un des auteurs qui a exercé sur moi une influence particulière, ça a été Nietzsche. Un certain Nietzsche, parce que je n'approuve pas tout. Alors, c'est une sorte de synthèse, là, de théorie de l'absolu absolu. On parle de la position gnoséologique, c'est-à-dire des doctrines de la connaissance. On la développe dans une doctrine du moi, et puis on considère les développements possibles de ce moi jusqu'à un idéal presque chimérique, c'est l'individu absolu. Et les phases de ce développement ont été exposées dans le deuxième volume de cette doctrine de cette théorie de l'individu absolu, qui s'appelle Phénoménologie de l'individu absolu. Le mot est permis phénoménologie et apprendre dans le même sens de Hegel, phénoménologie de Geist, phénoménologie de l'esprit, pas dans le sens d'un recueil de phénomènes plus ou moins. Novalis a-t-il eu une influence sur vous? En partie parce que à ce temps, j'étais assez intoxiqué par la méthode académique. Et Novalis, je reconnais qu'il avait des intuitions très profondes. Mais ce qui me gênait, c'était son côté poétique et intuitionniste, pas systématique. Votre livre, La tradition hermétique, est une exposition de la doctrine secrète qui se cache sous les symboles de l'alchimie. Est-ce qu'elle a des rapports avec les enseignements que vous avez exposés dans un autre livre, également traduit en français, La doctrine de l'éveil? Non, il y a une différence. La doctrine de l'éveil, c'est une exposition systématique de l'ascèse, de l'ascétisme bouddhiste, que j'ai reconstruit sur la base des textes originaux pali. Si bien que la traduction anglaise de ces livres était recommandée par la Pali Society de Londres, qui est l'autorité la plus reconnue dans cette branche. Et alors, ce livre est considéré comme un classique sur des études sur le bouddhisme, bien que ces thèses, pour la mentalité commune, pour une culture moyenne, sont révolutionnaires, parce que je considère comme un malentendu, ou bien comme une déformation, la conception du bouddhisme comme cette vision de la vie qui considère seulement le monde comme souffrance et le nirvana comme une sorte d'évasion plus ou moins dans le néant pour s'échapper à cette douleur. Je démontre au contraire, toujours sur l'appui des textes, parce que dans chaque page, vous trouvez des citations de toutes sortes
qu'au commencement, le bouddhisme était une doctrine initiatique, que le vrai sens de cette doctrine et de cette ascèse qui a une allure toute particulière, c'est-à-dire, dirais-je, scientifique, parce qu'il n'avait pas de présuppositions religieuses ou morales, alors que le but ultime de cette discipline, c'était la réalisation de l'inconditionné. Le vrai nirvana, c'est l'inconditionné, que le bouddhisme pose au-delà même du royaume de Dieu. Archive, monsieur, voilà 2 premières. Attendez une petite seconde. Au cas. Et quelle est la différence avec la tradition hermétique? Et comme vous venez de le dire, la tradition hermétique, c'est un livre qui est consacré à l'exposition, à l'interprétation de cette tradition secrète qui se cache sous des symboles alchimistes, de métallurgie, d'opérations métallurgiques. Alors, il y a une différence fondamentale avec l'interprétation, pas au sein de l'histoire profane de la science qui a fait M. Jung, parce qu'il considère tout cela, tout ce monde alchimique, pas comme un monde matériel de métaux et de substances matérielles, mais comme des projections de la libido, des archétypes, etc. Au contraire, j'expose ces enseignements comme un enseignement initiatique qui, comme tel, concerne les forces réelles, bien que pas physiques, et a pour but la transformation intérieure de l'homme. Alors là, il y a, je voudrais dire que ceux des livres, Doctrine de l'éveil et Doctrine tradition hermétique, indiquent 2 voies possibles. L'un, c'est d'une ascèse sèche, virile, du détachement. On réalise les noyaux, dirais-je, olympiques de l'être par les moyens du détachement absolu de tout, soit du lien terrestre, soit du lien céleste. Au contraire, la tradition hermétique a un esprit bien plus occidental, hein, je m'aventure de le dire, c'est-à-dire a un caractère opératif. C'est une réalisation immanente, hein, dont le but est près de ceux des grands mystères, c'est-à-dire c'est significatif que le but, que l'état ultime de la religion hermétique est signé par des symboles royaux. C'est la couronne, c'est le roi, c'est l'empereur. Et ce n'est pas les couleurs blanches de la contemplation, mais c'est les couleurs rouges du feu. Alors là, c'est une tradition très intéressante au point de vue de son affinité avec l'esprit aussi de l'Occident. Et je pense que mon exposition, je dois le dire, c'est l'exposition la plus complète et plus approfondie aussi pour les comparaisons avec les autres enseignements qu'il existe sur ces sujets. Aussi, Jung a éprouvé la nécessité de citer mon livre entre les systèmes, entre les expositions systématiques de l'hermétisme. Mais à votre avis, et c'est je crois une chose essentielle pour la suite de votre exposé, peut-on se détacher de soi-même? Mais c'est là la présupposition de toute doctrine ascétique, même mystique, encore davantage initiatique. Votre ouvrage, La révolte contre le monde moderne, date de 1934. Il est la base d'une révolte de droite qui, comme vous l'avez dit, se présente d'une façon bien plus radicale que toutes les contestations actuelles auxquelles vous reprochez l'importance attribuée à Herbert Marcuse. Voulez-vous vous expliquer sur ce point et nous indiquer en quelques mots la matière et l'orientation de la révolte contre le monde moderne? La révolte contre le monde moderne, c'est un livre assez gros, assez fort. Il se compose de 2 parties. L'une s'appelle Le monde de la tradition. Et je cherche de donner ce qu'on appelle en philosophie une doctrine de catégories,
du monde traditionnel, c'est-à-dire les formes constantes dans lesquelles se présentent à travers des différences presque indéfinies, mais qui ne cachent pas l'identité de la substance, la forme dans laquelle se présentent les structures fondamentales d'une société, c'est-à-dire à partir de la royauté, la loi, l'État, l'espace, le temps, la guerre, les relations entre les sexes, le jeu, et c'était tout cela, en puisant dans les documents les plus variés, à partir de l'Extrême-Orient jusqu'à l'Amérique précolombienne, du Moyen-Âge jusqu'à l'Antiquité méditerranéenne, etc. La deuxième partie, alors la première partie, je pourrais l'appeler morphologique. La deuxième, au contraire, c'est une sorte de philosophie de l'histoire. En partant de la préhistoire, la plus lointaine, je cherche de reconstruire, ou d'interpréter, si vous le voulez, les cours de l'histoire. Cours dont la clé, pour moi, est l'idée d'involution et pas d'évolution. Et à ces sujets, je prends comme base non des idées personnelles, mais cette doctrine des 4 âges que vous retrouvez dans des traditions très différentes, avec une remarquable homogénéité, à partir de la doctrine hindoue des Yuga jusqu'à la doctrine que Hésiode expose des 4 âges, âge de l'or, de l'argent, du bronze et du fer, jusqu'aux enseignements du même esprit nordique, etc. Et alors, sur la base de ce schéma, j'interprète les phases principales du développement, c'est-à-dire de la chute occidentale. Et la fin de cette interprétation a été presque prophétique, parce que le titre du chapitre correspondant s'appelle « Les cycles se ferment, Russie et Amérique ». Et je donne l'image de la Russie bolchéviste et de l'Amérique capitaliste comme 2 branches des mêmes choses que malgré toutes les différences ont le même sens, d'étrangler tout ce qui reste de l'Europe traditionnelle. C'est ce qui est arrivé après, si vous considérez que le livre est paru en 1933-34 en Italie, en 1934 en Allemagne. Alors, étant donné cette structure du livre, vous voyez que les titres « Révolte du monde moderne » ne correspondent pas entièrement au contenu, parce qu'il ne s'agit pas d'un livre polémique. Mais la polémique vient par soi-même, parce que, en voyant comme sont les choses, c'est naturel pour quiconque garde une certaine sensibilité spirituelle et dire non au monde moderne. Mais c'est là la différence avec Marcuse, avec toute cette bande de contestataires, etc. Ils peuvent avoir raison dans certaines critiques, mais lorsque vous demandez au nom de quoi, ils ne savent absolument dire rien. Et c'est mieux qu'ils disent rien, parce que lorsqu'on écoute Marcuse sur les sujets de ce qu'il propose comme une société meilleure, on est terrorisé parce que sa sociologie s'inspire d'un freudisme tellement grossier qui fait absolument rire. Alors c'est ça, puisque dans mon livre, comme point de départ, je pose le monde de la tradition, je pose en même temps le point de repère, dans le cas qu'on veut s'aventurer dans une contestation positive, qui par soi-même est naturellement une constitution de droite, pas de gauche.